Hello à tous, bienvenue dans le podcast Imagé. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Pierre Demar. Salut Romain. Comment tu vas ? Je vais très bien, ça me fait plaisir d'être là, et puis de parler d'un film que j'aime, de te voir. Ça a du sens pour moi que tu sois le premier invité de ce podcast, tout simplement parce que tu as été le premier artiste à me faire confiance aussi pour la réalisation Merci. de clips, parce Ouais. qu'on avait travaillé ensemble sur Menteur. En gros, je reçois des artistes qui sont pas forcément des artistes liés au monde du cinéma directement, ça peut être des chanteurs, des dessinateurs, etc. Et l'objectif, c'est de parler d'un film, un film que toi, tu as choisi, et de voir aussi pourquoi ce film a été important dans ta vie, est-ce qu'il t'a impacté dans ton art, etc. Ou plus simplement, en quoi il t'a touché. Vraiment. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel film tu as choisi et pourquoi ? Bien sûr, j'ai choisi le film Kill Bill 2. Ça aurait pu être le premier en fait. Ça aurait pu... je sais même que Tarantino les considère comme un seul et unique film. Donc on peut parler un petit peu de tout Kill Bill. Mais j'ai choisi le deuxième parce que c'est mon préféré des deux volets. Et pourquoi pour plein de raisons qu'on va évoquer. Mais c'est un film que j'ai regardé adolescent. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma vraiment ado, comme beaucoup de monde je pense. Avec les classements IMDb, on se disait qu'on allait tout regarder du premier au 250e. Ouais. On commence par Les Évadés, puis je sais pas où est Kill Bill, mais ça doit être dans le top 100. Et c'est marrant, j'ai pris une claque de divertissement en fait. C'est le premier Tarantino que j'ai regardé, c'était Django parce que c'était le plus actuel à l'époque. Je sais pas si c'est 2012 un truc comme ça, je sais plus dire. Django, c'est ta porte d'entrée du coup dans le cinéma Tarantino. C'est la première fois, exactement. C'est la première fois que je regarde un Tarantino et j'adore. On regarde ça sur l'ordi de mon frère, dans sa chambre, quand j'ai 15 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et je me dis vraiment que c'est génial et c'est la première fois que je suis, je sais pas, autant pris par un film, tu vois. Et donc, très vite, j'enchaîne. Et à cet âge-là, je regarde Pulp Fiction que je déteste à cette époque-là parce que je pense que c'était trop malin pour moi. Ok. Non, c'était juste. Trop malin pour toi ? Non, c'était beaucoup moins. Je sais pas, c'est des sortes enfin, c'est du fast-food, mais dans la façon la plus noble de faire du fast-food. Ouais. Un Django, un Kill Bill, c'est qu'il y a une explosion de saveurs, c'est nouveau, cet aspect, il y a un humour dans la façon dont il joue avec le gore, avec il mélange plein de choses. Surtout dans Kill Bill, c'est quand même, ça réunit le western un peu spaghetti, ça réunit les films d'arts martiaux asiatiques, ça réunit le drame, la tragédie, film de vengeance. Et moi j'aime bien quand il y a une explosion de saveurs comme ça, quand on est généreux. Et Tarantino est très généreux dans ces C'est films. marrant parce que tu vois, pour le coup, c'était plus Pulp Fiction, ma porte d'entrée. C'est vrai. Ouais, parce que en Ouais, fait, t'es un branleur, j'avais tu du vois. mal un petit peu avec le sang. Je sais pas pourquoi enfin, le côté comique, Ouais. il aborde ça sous un aspect assez comédie. Hyper léger, ouais. Mais je sais pas pourquoi moi j'avais un blocage avec ça. Ok. Et le fait de commencer avec Pulp Fiction, qui malgré tout a quand même ces aspects-là, je trouvais il me parlait plus en termes même de Plus sensibilité. mesuré. Ok, Ouais. ouais. Bah, je l'ai regardé plus tard et j'ai bien aimé vraiment beaucoup plus, mais ça reste pas mon. Pour moi, c'est. Je sais pas, c'est film facile d'accès. Moi, j'aime tout ce qui est facile d'accès. Hein. Pour le coup, donc, là, t'as choisi Kill Bill, donc volume 2, puisque au départ, je crois que c'était donc, Tarantino avait voulu faire un film de 4 heures, Ouais. où c'était donc la totalité des deux films ensemble. Non, ouais. Et là, je crois que c'est le producteur, donc je crois que c'est Weinstein, qui avait, pour le coup, eu une bonne idée, qui était de séparer en 2 volumes le film, parce que sortir un film de 4 heures comme ça, C'est compliqué à défendre. pas forcément, voilà, très vendeur. Et donc, le volume 2, je trouve qu'il est un peu différent. Je sais pas ce que t'en penses par rapport au premier. Bien sûr. Ouais. Le premier est très... il y a un côté film de kung-fu, alors que le deuxième a un côté beaucoup plus western, un aspect un peu western dans la manière dont Ouais, c'est plus filmé. contemplatif, plus. Le premier, c'était la vengeance pour la vengeance, par le sang, par l'action. Et j'adore. Et je trouve qu'il est hyper beau. C'est quand même un film qui est. Les deux sont magnifiques. Et le premier encore un tout petit peu plus parce qu'il y a cette scène dans le palais sous la neige qui est hyper poétique Magnifique, dans ouais. sa violence, dans ce qu'elle est. Enfin, c'est trop beau. Il a pas peur du beau. C'est ça que j'aime bien chez Tarantino. Moi, je suis un tout petit peu. Réac là-dessus, c'est que j'aime bien les choses quand elles sont belles. C'est vrai que, aujourd'hui, c'est pas la priorité de tous les réalisateurs, quoi, et réalisatrices. Et donc là, Tarantino, pour le coup, c'est que ça, c'est des tableaux. Et ça me plaît. Chaque plan est un tableau, chaque séquence. Le deuxième, Du coup, il est plus contemplatif, ça prend plus le temps. On va plus en savoir sur l'histoire des personnages, le pourquoi, pourquoi cette vengeance, pourquoi cette scène cette tuerie, quoi, au départ, cette espèce de carnage, d'où ça naît, d'un sentiment de jalousie. et là où c'est très beau, c'est qu'il la montre pas d'ailleurs, la scène de tuerie, Du tout. d'un point de vue extérieur. Et on s'attend,
on s'attend toujours à quelque chose qu'on nous donne jamais vraiment. Exactement. Même c'est chouette, ouais. la vengeance, finalement, Ouais. on peut en parler. Je pense que les gens ont vu Kill Bill. Oui, je pense que j'espère. maintenant, il y a prescription. Parce que, en 2004, c'est sorti en 2004, le film. J'avais 3 ans. Mais tu l'as vu à quel âge, du coup? C'est 6 ans? Non, c'est pas vrai. Je l'ai vu à. Non, j'ai dû le voir à 15 ans, quoi, un truc comme Ok. ça. Et puis je l'ai revu hier soir pour t'en parler. Mais donc, la vengeance sur Bill. On peut s'attendre à une scène, je sais pas, un art martial archi, un truc qui dure longtemps, qui est violent et pas du tout. qui ressemblerait au premier. Exactement. Du coup, ouais. Et en fait, non. Et c'est là qu'il s'en sort bien. Je trouvais que que le deuxième volet a un sens aussi. Je sais pas, il nous frustre pas vraiment parce que tout est malin, mais il y a ce truc où c'est pas sanglant pour le coup. Ouais. Est-ce que Bill a une mort qui est finalement assez difficile par rapport à tout ce qu'il lui a fait endurer, à la pauvre, comment est-ce qu'elle s'appelle? Béatrix Béatrix, ouais. Kiddo. Eh bien, je sais pas, mais il y a un dialogue avant qui fait que tout prend sens. Du coup, ouais, le tue comme ça. Au départ, ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi le jeu du noir et blanc. Ouais. Notamment, les 2 premières scènes sont les mêmes, dans le premier et dans le deuxième. On la découvre ensanglantée. D'ailleurs, c'est fort parce que malgré le fait que ça soit en noir et blanc et que ça pourrait couper justement ce côté gore, etc., on arrive quand même à percevoir l'horreur de la scène Exactement. à travers le noir et blanc. Ouais, t'as raison. Ce que j'aime bien surtout dans cette idée-là, d'inclure du noir et blanc, je sais plus c'est dans quel film, est-ce qu'il inclut tout un moment en animé? Est-ce que c'est... Eh ben, c'est dans le premier. Ah, c'est dans le c'est premier, dans le ouais, premier, c'est ouais. ça, c'est dans le premier Kill Bill. Mais en fait, c'est de n'avoir peur de rien dans la réelle, dans les idées qu'il apporte. Il a, je sais pas comment dire, mais c'est pas snob parce que il se permet d'aller au kitsch, il se permet de jouer avec excès. Enfin, chaque genre, il le parodie presque, avec beaucoup de goût, parce que c'est toujours beau. Non, mais quand il y a ces scènes avec son maître, qui lui apprend, qui lui enseigne l'art de je sais pas quoi, mais de tous les arts martiaux, en fait, il y a un côté presque parfois ridicule. Il joue avec ça, mais j'aime bien ça. C'est très kitsch, mais on sent qu'il l'assume C'est complètement. généreux. Ouais. Il l'assume. Et c'est à chaque fois beau, mais c'est bien d'avoir un réel qui se permet de jouer avec ça et de mélanger plein de choses. Et c'est ça qui fait la richesse du film, de sa Cinématographie. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, t'aimes bien le kitsch en général, c'est quelque chose qui te parle? Bien sûr. Moi, je trouve que c'est généreux, le kitsch. Il y a une phrase qui dit au royaume du kitsch règne la dictature du cœur. C'est un copain qui a ça en bio Insta. Et je sais plus qui l'a dite cette phrase, mais elle est géniale. Et c'est vrai, en fait, parce que le kitsch, c'est céder à toutes ces pulsions créatives. C'est accepter de ne pas rentrer dans les rangs du bon goût, une sorte d'école. Le kitsch, c'est tout ça. C'est s'interdire rien du tout, en fait. Ouais. C'est ne rien s'interdire. Et je trouve que c'est comme ça qu'arrivent les accidents heureux. Et je pense que quand j'écris une chanson, j'ai envie que chaque phrase, plus maintenant encore, mais chaque mélodie soit une sorte d'accident heureux, né du fait que je m'interdise rien, tu vois. Et Ok. Tarantino, on sent qu'il s'interdit rien du tout dans ces 2 films-là. Tu penses que toi, du coup, ça t'a inspiré ou ça t'a impacté inconsciemment d'avoir vu carrément. ces films-là? Parce que c'est ce genre de film qui t'a bercé assez jeune? Je regarde un peu tout. Je suis pas trop dans les films archi-auteurs et niche, pour être tout à fait honnête. J'en ai regardé quelques-uns quand il y a un acteur qui me faisait de l'effet. Alors je regardais toute la scénographie et j'entrais dans les recoins plus sombres. Mais et j'ai rien contre le film d'auteur. Enfin, c'est très bien que ça existe. Mais ouais, ça me parle pas toujours parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être entertainé, diverti en permanence. Mais c'est la même chose pour les chansons. Hein. Ouais. Une chanson de 13 minutes, ça me fait un peu chier, tu vois. Alors que je reconnais toute la démarche artistique et le travail qu'il y a derrière. Mais moi, j'ai besoin d'être diverti. En musique, au théâtre, un opéra, ça m'emmerde un tout petit peu. Alors ça arrive que ce soit très bien, mais... Et c'est drôle que tu dis ça parce que toi, je sais que t'es fan de Lady Gaga. Ouais, Il y a un lien entre Tarantino et Lady Gaga. carrément. C'est que, d'ailleurs, c'est dans le premier film. Je crois que dans le deuxième film, il n'y a plus la Pussy Wagon. Mais dans le premier Téléphone. film, le clip de téléphone avec Lady Gaga et Beyoncé, il y a La Pussy Wagon. le Génial. truc. Ouais. Extraordinaire. Mais pour le coup, ce clip-là et cet impact qu'il y a eu entre Lady Gaga, Tarantino sur la pop culture, c'est énorme parce que du coup, on reprend un élément d'un film comme ça qui est devenu culte et on en fait un autre élément culte dans un autre moyen de. C'est un truc que les d'expression. Américains font et qu'on n'ose pas faire en France ou en Belgique. C'est de se référencer constamment, de sampler, comme on dirait, mais sampler d'un film, sampler une idée, un accessoire. En France, c'est très vite vu comme du plagiat. Et c'est vrai que moi, le premier, je sample pas. Alors, je pourrais le faire, mais je sample pas vraiment dans mes chansons. J'ai pas cet automatisme-là. Dès qu'il s'agit de faire un clip, on a envie de faire que les idées originales, mais en fait,
parfois les meilleures idées sont puisées d'autres et dérivées. Et je pense qu'à chaque fois qu'on retravaille un truc, ça va toujours vers un mieux, à condition d'avoir un peu de goût, mais de créativité. Parce que le goût, alors je viens de parler du kitsch et je parle de goût, je suis vraiment Ça peut aller de pair paradoxal, ensemble. mais Le kitsch beau. le kitsch, ça existe, tout à fait. C'est ce qu'il fait, Tarantino. Et donc non, je trouve ça génial. Et Lady Gaga et Tarantino ont ça en commun, de proposer un truc généreux, qui se pose pas la question forcément toujours du bon goût, qui est je sais pas, haut en couleur. Il se passe plein de choses. En téléphone, je pense que c'est un clip qui dure 7 minutes et il se passe tout ce qui se passe dans un film, dans un long métrage. Exactement, ouais. Aujourd'hui, c'est marrant, on fait des clips, on a plus de budget, alors on fait des clips dans une pièce avec un plan d'éclairage, et puis on peut surtout pas en faire deux parce que ça coûterait une deuxième journée de tournage. C'est un peu triste. En tout cas, dans un clip de Lady Gaga, c'est pas ça Totalement. qu'on a comme impression. Mais justement, toi, c'est quoi le clip rêvé pour toi? C'est justement, t'aimes qu'il y ait cette narration? Tu préfères qu'il y ait une forme de côté fictionnel un petit peu dans le clip ou juste... Pas forcément. En fait, le clip rêvé, c'est une bonne idée qui dépend pas forcément des moyens ni du temps qu'on a. Je vais dire un truc énorme, mais j'adore beaucoup des clips de Michel Gondry parce que c'est toujours une idée qui est bien évidemment mise en scène. Mais moi, j'ai pas ces idées-là. Enfin, j'ai les idées pour écrire, pour faire la musique, mais mettre ma musique à l'image, c'est un truc que je sais pas faire. Donc, réaliser un de mes clips, c'est pas un truc que j'ai en tête. J'ai pas cette prétention-là. Je laisse ça aux gens qui savent le faire. Et puis souvent, quand un réal ou une réal arrive, elle arrive avec les idées fraîches, par rapport à mes morceaux. Moi, j'ai toujours envie d'être très littéral par rapport à mon texte, et j'ai un ego qui fait que j'ai des fiertés, et je me dis que cette image-là, il faut absolument, une idée que j'aurais eue en musique, il faut l'imager d'une telle façon parce qu'il faut lui rendre honneur, mais en réalité, c'est juste intéressant dans ma tête parce que je l'ai écrite. Mais pour les gens qui la découvrent, c'est pas intéressant forcément. Et donc, c'est pour ça que je m'entoure de réals externes. Mais je sais plus où je voulais revenir. Tu parlais de Michel Gondry, mais du coup, il y a aussi voilà, cette forme de poésie. Ouais. C'est une idée forte, une poésie, et c'est créer une atmosphère. Et j'ai pas encore, je trouve que même dans notre clip Menteur que j'aime beaucoup et dont les images sont, je trouve, assez belles, on n'a pas réussi peut-être encore à créer une atmosphère. Mais dans aucun de mes films, de mes clips, pardon, je suis parvenu à, et c'est pas moi, c'est moi, c'est le réal, c'est les décoratrices, décorateurs, je sais pas si il y a toujours un truc un tout petit peu trop lisse. J'ai envie sur le deuxième album de faire des clips qui nous plongent directement quelque part. Mais pour ça, il faut pas faire de compromis. Sauf que très souvent, les labels, et moi le premier, on pense aux clips pour qu'ils passent en télé parce que c'est ça qui nous rémunère. Et c'est un problème parce que la télé interdit le nul, la télé interdit le trop dark, la télé, c'est pas qu'elle interdit, c'est qu'on a peu de chances de passer sans ces conditions-là. Ouais. Et donc c'est un peu chiant. Et donc il faut voir si on réfléchit pas à un autre modèle économique et pas compter sur les clips pour gagner des thunes, mais plutôt comme un moyen d'expression artistique libre. Et d'ailleurs, dans tes clips, parce qu'il y a aussi l'aspect du fait de jouer, en tout cas, il y a le côté lip-sync classique de l'artiste, mais c'est vrai que parfois, quand on va un peu plus loin dans le travail du clip, il y a aussi ce côté de se mettre à la place d'un personnage, d'incarner. Si on en revient un peu au film Kill Bill, Uma Thurman, elle a ce côté-là dans le film, en tout cas dans le deuxième volume, je trouve qu'il est vachement plus développé que dans le premier, où elle passe par différentes émotions, mais c'est très visible. Notamment quand elle découvre sa fille dans la deuxième partie, il y a un truc qui change complètement. Elle n'est plus la même personne. Aussi, d'un coup, c'est comme si toute sa quête a beaucoup moins de sens. En fait, elle est trop forte parce que elle passe par un diapason d'émotions extrêmement opposées, et à chaque fois de façon très crédible et très prenante, surtout parce que crédible. Moi, je trouve qu'elle est trop forte dans sa colère. C'est hyper dur de jouer la colère. Je suis pas acteur, tu le sais bien, et dès que dans un clip on me demande de jouer un truc, c'est toujours un moment où je flippe. Et elle, on la voit sans s'exprimer parce qu'elle est la bouche bandée, mais quand on l'enterre littéralement vivante, cette scène est tellement forte, tellement surtout, comment est-ce qu'on dit quand on a peur d'être enfermé, claustrophobique. Moi, j'ai trop du mal, je peux pas, genre, vraiment. C'est dur à voir. Et elle joue tellement bien sans avoir rien à dire, mais tout est dans le regard. En fait, tout est dans les yeux, qui sont très beaux d'ailleurs. Tout est dans la façon dont elle fronce les sourcils, dans les veines, il y a un travail physique, quoi. C'est superbe. Et puis après, en effet, les retrouver avec sa fille sont hyper belles, archi attendrissantes. On la sent attendrie, on la sent perdue surtout. Exactement. Mais d'ailleurs, je sais pas où est-ce que toi tu es capable d'aller, par exemple, quand on te demande de donner à 100% dans un projet comme ça. Mais c'est vrai que j'avais vu comme quoi Tarantino lui avait demandé de rouler, je sais plus quelle scène c'est, mais où elle est en voiture au milieu de la forêt. Et il y a ce truc où en fait il y a des images qui sont sorties en 2018
où elle, Ouais, tout à fait, c'est un scandale, n'est-ce pas? en fait, elle se prend l'arbre enfin, dans la voiture et elle a un choc sur le moment. Et on voit, il y a des images qui avaient été enregistrées. Tu vois Tarantino qui arrive, qui la touche, qui est en mode, qui se rend même pas compte, je pense, sur le moment qu'elle va avoir des traumatismes, enfin des séquelles après. Mais il y a ce côté de pousser l'acteur jusqu'à un certain niveau. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, c'est une bonne question, j'aime bien. Alors écoute, si tu parles de moi en tant qu'acteur dans mes trucs, enfin il y a deux choses. Mais bon, pousser l'acteur, l'actrice dans ses retranchements, je trouve qu'au départ c'est très excitant comme idée. Maintenant il y a, je pense, une éthique et des limites à poser dès que ça concerne. Ça peut endommager potentiellement la santé mentale ou physique de n'importe qui. Ça n'a plus de sens, je pense, parce qu'on fait du divertissement, on fait pas, je sais pas, la guerre. Par contre, c'est intéressant parce que moi, je me suis posé cette question même pour moi, de à quel point j'étais prêt à faire quoi que ce soit avec mon corps, lors d'un tournage, hein, pas en studio, pas en musique, mais vraiment en vidéo et pour mes clips. Et c'est marrant parce que ça change complètement maintenant avec le temps qui passe, et pour un bien. C'est qu'avant, j'étais trop obsédé par l'idée d'être beau. Je voulais être beau, en fait, parce que j'ai eu une adolescence où j'étais vachement... vraiment tartiné de boutons comme ça, j'avais une acné folle, c'était moche comme tout, je me trouvais très moche pendant longtemps, et là il y a eu un switch agréable, et en fait c'est marrant parce que jusqu'à mes 18 ans, donc très moche, et mon premier Très clip, moche. sincèrement très moche, je le tourne à 19-20 ans, je sais plus, et 19 ans. Et pour la première fois de ma vie, les gens de mon label, mon équipe me voient à l'écran et me disent oh là là, mais qu'est-ce que tu es beau, et on m'encense là-dessus. Et en fait, c'est marrant, c'est devenu une fixette. C'est devenu un truc où quand je tournais un clip, il fallait que je sois beau. Sauf que ça a pas tellement. Et du coup, c'est pour ça c'est drôle parce que dans les premières images, quand j'ai annoncé mon premier concert à Paris, c'est la Cigale. Bah, ma photo est archi retouchée. C'est très 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 lisse. C'est pas angélique, c'est robotique. Enfin, il y a ce truc, il y a ce truc là. Celle où t'avais un truc violet ou je sais plus ce que c'est. Exactement, sur un fond dégradé bleu et rose. Et en fait, la photo était forte, hein, ça a fonctionné, mais simplement, c'est plus moi du tout aujourd'hui. Mais il y avait une sorte d'obsession avec ça. Et c'est hyper limitant quand on fait des visuels, quand on est mis en scène, de vouloir se trouver beau. C'est horrible sur un montage d'avoir le chanteur qui est là genre ah non, je suis pas très beau. Et en fait, il fait les mauvais choix, le chanteur à ce moment-là, parce que il choisit les trucs pour lui et pas pour l'œuvre globale. Et plus le temps passe, et moins j'ai de complexes, et plus j'ai envie d'aller vers un truc où je peux être bizarre, je peux être même laid, ça me dérange plus en fait. Et c'est pas que je me trouve très beau, c'est simplement que je me trouve plus moche, et c'est déjà pas mal, et c'est hyper libérateur. Et donc t'as complètement enlevé le regard aussi des autres, je sais pas, peut-être que c'est lié. Ouais, beaucoup, carrément, vraiment, sincèrement, le fait qu'on me trouve beau ou moche, j'en ai plus rien à faire, vraiment. Et peut-être que c'est lié au fait d'avoir été désiré pour la première fois, d'avoir les histoires d'amour depuis, mais c'est vrai, en plus, première histoire d'amour est arrivée tard. C'était après le premier tournage, bien après. En fait, c'est marrant, c'était le soir où je suis rentré du tournage de Un jour je m'arrivais un ange, où j'étais encore dans cette espèce de truc de poupée posée dans un décor. C'est un tube d'ailleurs. C'est un tube, hein, il faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et donc, en fait, je suis rentré à l'hôtel et puis j'ai écrit quelqu'un, enfin on s'est écrit sur Instagram, bref, qu'importe. Et c'était la première fois vraiment que j'avais des relations avec quelqu'un. Et ça m'a complètement émancipé de mes complexes, de tous mes complexes physiques quasiment. Et donc, merci à lui et merci à la vie. Et donc maintenant, je suis prêt à faire plein de choses bien plus, je pense, intéressantes. Ouais, ok. Donc j'ai hâte tu que peux tu te lâcher. Vraiment, et j'ai beaucoup moins peur du ridicule qu'avant. Et je prends des cours avec une dame qui est super, qui s'appelle Laura, qui est une coach pour faire de l'acting. Ouais. Pas forcément pour faire des films, mais pour tout. Ça va me servir sur scène, dans la vie. Je me réapproprie mon corps, donc c'est pas mal. Très bien. C'est précieux. Tout le monde devrait avoir ça. Par rapport à la musique, parce que du coup, dans le film en question, la présence de la musique est ultra importante. Je sais que c'est Robert Rodriguez qui s'est occupé de la musique de Kill Bill 2. Robert Rodriguez qui est aussi réalisateur, qui a aussi réalisé Rain on Me, Lady Gaga et Ariana Grande. Oh waouh, c'est vrai. Donc il y a que des liens dingue. possibles. Je savais pas ça. Et d'ailleurs qui était le collaborateur, je crois, de Tarantino sur en tout cas ses premiers projets. Ah ouais, c'est fou. Mais ça reste un réalisateur assez kitsch. Mais du coup, ce lien-là, toi, est-ce que quand tu regardes le film, la musique, elle t'importe? Est-ce qu'elle te touche? Carrément, bien sûr. Ah oui, il y a un moment donné, c'est je pense dans la scène dans la caravane dont il faut parler parce qu'on l'adore tous les deux, où Béatrix arrache un œil
Exceptionnel, elle, cette scène, ouais. énorme. En fait, la BO, elle est toujours parfaitement adaptée et toujours surprenante, et c'est ça qui est beau. Et ce que j'aime bien avec Tarantino, c'est les anachronie, le fait qu'il se permette de... Je sais plus, c'était dans Django que ça m'avait choqué pour la première fois, c'était dans Django, je sais plus ce qu'il fout, mais il te fout un rap, et puis il te fout un classique, Ah oui. et puis t'as Four Ellis comme ça à la harpe qui marche trop bien dans la scène finale quasiment. Avant ça, je sais plus c'est quel titre de rap qui est énorme. Enfin, bref, c'est toujours malin en fait, et surprenant surtout. Et d'ailleurs, cette scène-là, si on parle de l'aspect aussi esthétique, il y a ce truc où la caravane paraît très petite quand tu la vois de l'extérieur. Et au final, tu sens qu'ils ont tourné en studio, mais on oublie complètement ce côté-là. Elle est monumentale en termes d'orchestration. Il y a une vraie chorégraphie qui se déroule entre les deux actrices. Et il y a ce truc où elles passent d'une pièce, il y a le serpent, elles détruisent les murs, etc. Il y a un vrai travail de chorégraphie là-dessus. Et ça peut totalement s'apparenter aussi au clip même. Au clip ou voilà. Ah si, bah, c'est exactement. En fait, tout est millimétré. Mais ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'à la fois tout est millimétré, comme on le dit là, tout est carré, tout arrive au bon moment. C'est comme si tous les ingrédients avaient été jaugés avec beaucoup de précision. Et en même temps, ça donne un peu l'impression d'un premier film, parce qu'il y a ce truc où je sais pas, c'est comme une première fois. Ça sent pas le. Je sais pas, sur les derniers films de Tarantino, on a plus cette fraîcheur, je trouve, du premier film. Ouais. Et là, c'est pas son premier film du tout. Mais il y a une fraîcheur, je sais pas, c'est comme s'il découvrait ces genres-là, que pour la première fois il les mélange. Il s'amuse en fait, et c'est archi carré, et comme tu dis, c'est chorégraphié, mais c'est hyper fun, c'est hyper nouveau aussi, je trouve, dans le style. Ça a été une bonne chose qu'ils aient coupé en fait le tournage, et qu'il y a eu deux films différents qui d'ailleurs n'ont pas le même rendu, parce que les gens qui ont vu le premier film, je crois à l'époque, n'ont pas forcément tout de suite apprécié le deuxième volume. Et vu que le premier est très mouvementé, il y a beaucoup d'action, ce côté kung-fu, etc. Le deuxième, il y a de l'action, mais là où on imagine que ça va se dérouler de cette manière, etc., au final, on est surpris à chaque fois. Ouais. Même la scène finale entre elle, Béatrix, et puis Bill. Ouais. On ne sait pas comment ça va se passer. On imagine un affrontement qui va se faire au sabre, etc. Exactement, au final, il y a ce truc sur des chaises où ils sont juste assis en train de discuter. Exactement, c'est discuter, puis il le tue. Et il est toujours surprenant, même. Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est ce que je te disais avec ce film, c'est que là où tout est malin, c'est que c'est plein de clichés mis ensemble qui font un résultat très surprenant et nouveau. Et comme tu dis, on s'attend à rien. En effet, la vengeance paraît très tiède une fois qu'elle est consommée. Il y a ce truc où... Et pourtant, il y a quand même un lien, parce que quand elle fait la fameuse prise, alors je me rappelle plus du nom, ça fait écho avec ce qu'on a vu auparavant, avec tout l'enseignement du maître, etc. Mais bien sûr, tout est lié, mais arrive comme ça en surprise. Puis quand elle est enterrée morte, enterrée vivante, enterrée vivante. Enfin, je veux dire, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Il arrive avec ce flashback qui est drôle, parce que sincèrement, il y a un aspect comique quand même à tout le flashback, qui est hyper léger. Je sais pas, tout est c'est un enchaînement de trucs absurdes qui en font un résultat très crédible au final, parce qu'on se dit pas que c'est absurde. Enfin, on y croit à l'histoire, on a envie d'y croire. Je sais que quand j'avais vu l'enseignement du maître au début, j'étais là, oula, l'esthétique est super chelou, il y a un truc hyper... Et au final, il fait avec sa barbe, tout ça, c'est très drôle, ça n'a... comme ça, genre sur le côté, ça n'a aucun sens. Mais il y a ce truc où au final, on y croit parce que il nous permet de rentrer dans leur truc. En fait, c'est ça. Il pousse chaque truc tellement à fond qu'on y croit, comme quand on fout un dessin animé dans un film, mais que ça marche bien, tu vois. Totalement. Et d'ailleurs, c'est un peu la seule parenthèse de kung-fu qu'il y a dans ce deuxième volet, puisque tout le reste, il y a vraiment ce côté très western, très les plans lancinants, la musique aussi qui vient se passer, les regards caméra, les regards... hyper... le cadrage... Lors du duel, quoi. C'est vraiment constamment... Exactement. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve que le film, pour moi, est un peu supérieur au premier, alors qu'à l'époque, je pensais plutôt l'inverse. Il y a ce côté, j'allais dire auteur, c'est pas du tout auteur, mais il y a plus de sentiments, où ils sont plus de fond, en fait. Tu sens qu'il a envie de raconter une histoire sur une femme, aussi la maternité, parce Exactement. Alors que c'est un film qui, au premier abord, quand tu vois Kill Bill, tu t'imagines pas ce genre c'est vrai, bien sûr, mais t'as raison, il y a le truc de la maternité, il y a le truc de... Je sais pas, juste, en fait, justifier tout ce qui a été annoncé dans le premier, sans rendre ça chiant, tu vois, mais c'est bien, je dis pas qu'il faut toujours tout justifier dans un film, mais on comprend mieux
tout le propos du premier, donc je trouve que le premier tout seul aurait peut-être pas été forcément suffisant. Enfin, c'était un bonbon, quoi. Et là, il prend tout son sens. Ouais, il va plus en profondeur. Surtout, nous, on s'attache encore plus à elle. On est étonné dans un film aussi sanglant au départ, aussi léger au premier abord. Enfin, c'est pas léger parce qu'il s'agit d'une vengeance violente, mais c'est léger sur le traitement du premier. Et sur le second, c'est vrai qu'il t'amène plein de sujets qui sont en effet la jalousie, une relation toxique, la maternité qui arrive tard, mais qui est tellement bien traitée avec toute la tendresse que ça engendre, tout ce que... Et le switch, il y a un énorme switch d'acting. Il y a un énorme switch d'acting, il y a un énorme switch d'ambiance. J'ai l'impression que tout s'apaise d'un coup, et en même temps, il y a cette tension quand même. On sait qu'on va être rappelé à de la violence, et on n'a pas envie parce qu'on pense à la petite fille qui est au-dessus et qui potentiellement va être confrontée à ça. Ouais. Je sais pas, on passe on était heureux de la voir cruelle et on veut plus la voir appuyée sur une gâchette plus jamais parce qu'elle redevient mère et qu'on n'a pas l'idée d'associer une mère avec une femme violente. Et c'est tout le propos du film d'ailleurs, quand il lui dit mais tu es une tueuse, tu es née tueuse, tu peux pas en fait aller épouser un gars qui travaille dans un magasin de location, je sais pas quoi, de films, de vinyle. C'est de la musique, un disquaire. Et c'est ça c'est là que je trouve le traitement humain est intéressant aussi. Et c'est ce qui me plaît, c'est que, tout prend une dimension qui est justifiée. Voilà, c'est que on comprend ce carnage qui est en effet jamais mis à l'écran, mais on le sait. On comprend sa soif de vengeance. On comprend d'un coup. Je sais pas. Le dialogue qu'ils ont autour de cette table est superbe. Toute la séquence où elle arrive, elle découvre la petite fille. Ouais. Là, d'un coup, son visage se transforme et on a ce côté. Tout de suite on voit la mère en elle, exactement, dans ses expressions, dans sa manière dont elle va se comporter. Elle sent qu'elle sait, parce qu'elle venait dans l'idée de le buter, voilà, bien sûr. Exactement. Et là elle sait du coup qu'il y a quand même ce danger parce qu'elle voit sa fille et elle sait ce dont potentiellement lui il est capable. Et pourtant toute cette séquence du moment où elle va la retrouver, où elle lui raconte ses histoires, ce dont elle a rêvé, elle se sent plus menacée. Elle se sent plus menacée et même lui va faire en sorte que toutes les deux elles puissent passer ce moment ensemble. Elle regarde un film, tout à fait. Ouais. Même la lumière se tamise, il y a ce côté, il va fermer les portes, il les laisse toutes les deux. Moi, même à ce moment-là, je me disais, putain, il va se passer une connerie, ils vont casser cette ambiance-là, alors que pas du tout. Ils attendent qu'elle soit couchée. Ouais, t'as raison. Elle redescend, et là ils réattaquent le truc. Ouais, c'est beau ça, je trouve. Ouais. Je suis d'accord, c'est un moment précieux du film, et ça fait du bien d'avoir un moment d'apaisement aussi dans un film comme ça. C'est là où je te dis que tout est bien dosé, je trouve, vraiment, sincèrement. Et les moments d'apaisement sont super importants au final. Et ils sont sincères, ils sont vrais. Je sais pas pourquoi la vengeance me fascine depuis toujours, alors que j'ai vraiment rien à... Enfin, je me venge personne, hein, mais... et globalement, je tuerais pas une mouche, mais il y a ce truc où vraiment... C'est quelque chose qui me... Il y a deux choses qui me plaisent dans une série, dans un film, c'est quand il y a une carrière... horrible, hein, parce que c'est être carriériste et revanchard, c'est pas de belle qualité chez un humain, mais je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore carriériste, ça. Pourquoi pas revanchard, je sais pas, ce truc de se venger. Ça, j'adore ça. Dès lors qu'il y a une quête, ça me fascine. Et donc, alors du coup, tu vois, en parlant de vengeance, c'est pas pour le coup le film est très bien, mais moi je préfère le livre. Je pense comme tous ceux qui l'ont lu, mais Le Comte de Monte Cristo, c'est mon livre préféré au départ. Okay. C'est un livre il avait été imposé au collège, enfin au lycée, de Alexandre Dumas, dit-on, d'Alexandre Dumas, tout à fait. Et c'était devenu genre d'un coup mon livre préféré. Après j'en avais lu 6, donc c'est pas compliqué, mais aujourd'hui j'en ai lu 15, tu vois. Mais il y a ce truc où vraiment je sais pas, tout est si fin et bien amené, et la vengeance pour le coup est beaucoup moins simple et grotesque que dans le Tarantino, qui est génial, hein. Mais donc bref, la vengeance ça me plaît. Et puis sinon j'aime bien quand il y a un personnage qui nous fait rêver, une sorte d'enchanteur. Moi je suis un immense fan du film Charlie et la chocolaterie de Burton. Tous les Burton en fait me fascinent. Charlie et la chocolaterie, c'est pas, enfin en tout cas pour les fans, c'est pas forcément celui qui correspond. Non, pas du tout, c'est pas le plus réussi pour tout le monde. Mais toi et moi aussi un petit peu, c'est la génération où on a découvert ce film jeune. Exactement. J'ai découvert à 8 ans, donc en fait ça m'a paru tellement magique. Enfin je sais pas, il y a ce truc où je sais pas, à 8 ans, tu vois tout ça. T'as des images fortes parce que moi, je me rappelle les fontaines de chocolat. Exactement. Quand l'intro avec les camions dans la neige, tu sais, ce truc très Coca-Cola dans les logos qui fait rêver, l'usine au tout départ, mais même sur le générique d'entrée avec les tables de chocolat qui sont comme c'est un truc, je sais même pas si c'est pas dessiné, enfin c'est pas du CGI, mais ça paraît un peu faux. Mais ça m'a fait rêver. Et puis il y a la figure de l'enchanteur, la figure de ce dandy un peu arrogant, mais en même temps que tu sens que c'est une sorte de diva au grand cœur, tu vois. Ouais. Et je sais pas, je m'y retrouve un peu. T'as construit, enfin si on peut dire ça comme ça, mais ta cinéphilie, tu l'as fait de comment? T'es allé au cinéma,
Les premiers J'ai films, tu te j'ai rappelles beaucoup les voir comment? au cinéma depuis quelques années, surtout seul. Je trouve que c'est toujours un moment de thérapie que d'aller je vais pas voir un psy, je vais au cinéma tout seul. Et je trouve ça très agréable. On se retrouve avec ses pensées. En plus, on ne doit pas débriefer après, c'est Je suis agréable. totalement d'accord avec toi là-dessus. Je fais C'est pareil. chouette, hein, Ouais. mais je trouve ça très chouette et très une sorte de pureté. Tu te sens comme fatigué, mais d'une bonne fatigue. Après ça, il faut y aller vers 20h dans un cinéma un peu mignon, tu vois. Ça vaut vraiment la peine. Donc, comme ça, après à l'époque, non, c'était pas tellement le cinéma parce que j'étais en province, dans un village où il n'y avait pas de cinéma. Pour aller au cinéma, T'étais où en Belgique? c'était à Wallin, c'est un petit village où il y a vraiment rien d'autre qu'une supérette qui a fermé d'ailleurs récemment. Donc, il n'y a Ok. vraiment plus de raison d'y être. Mais c'est charmant, hein, les gens sont très gentils, mais pour le reste, il se passe pas grand chose. Et donc c'était à la maison. C'était sur Stremio à l'époque. Aujourd'hui, Ok. je les achète depuis que j'ai des thunes. Et non, je les loue. Et non, en fait, comme ça, je te dis vraiment, c'est bête, hein, mais les classements de Sens Critique, IMDb, Allociné en toute première instance, c'est comme ça que je me suis dit qu'autant commencer par les classiques et le meilleur. Moi, quand j'aime quelque chose, je le partage de façon très presque tyrannique, en fait. Si j'aime un livre, tout le monde doit le lire autour de moi. C'est pas méchant, hein, c'est généreux. Et alors toi, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire dans ton actu en ce moment. Ah. C'est que tu as fait on peut dire c'est un featuring ou un duo avec une artiste internationale qui est Dua Lipa. Un peu connu, Dua Lipa, Oui, tout à fait. très peu connue Dua Lipa. Non, très connu, mais ouais. Alors moi je dis toujours, c'est pas très glamour, mais c'est un morceau qui existait déjà. Et elle m'a invité pour chanter en français dessus. Elle voulait chanter en français. Donc c'est un morceau qui s'appelle These Walls, Ouais. qui est sur son disque Radical Optimism, qui est super d'ailleurs. Et en gros, parce que disons que c'est un featuring pour la beauté du geste, mais le morceau existait. Et Dua Lipa avait en tête de faire une version francophone de ce titre, Ok. parce qu'elle adore la France, comme beaucoup. Pour plein de raisons, je pense. Ouais. Voilà, bref. Et donc elle aime chanter en français, et c'est pas la première fois qu'elle le fait d'ailleurs. Et donc, elle a demandé à son équipe de lui présenter des profils, dont le mien, qu'elle a aimé. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça. Je lui ai envoyé, on a travaillé à distance d'abord. J'ai écrit mon couplet. Moi, j'ai rien gardé des mélodies, du texte. C'est pas une traduction, hein, Ouais. tout est nouveau Et dans la. je trouve que c'est la force aussi du morceau, enfin de ce remix, c'est qu'il y a ce côté où justement quand t'arrives, c'est un peu un autre morceau, on a l'impression. Ouais, c'est deux titres en un, Et comme ça une se fond, rencontre. voilà. Et ça peut. J'avais peur de ça au départ. Moi, j'avais peur de ça, de me dire, mais est-ce que c'est une continuité? Est-ce que ça a du sens Et en fait, j'aime bien cette rencontre où vraiment c'est à 1 minute 20 que j'arrive, donc assez tard. La prod est la même, bien sûr, mais il se passe autre chose. Et finalement, ça va très. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va très bien. En tout cas, si je suis allé au bout, c'est que j'en suis heureux. Non, mais j'aime beaucoup le couplet que j'ai fait. Et comment ça se passe l'enregistrement? Parce que du coup, il y a un lyric vidéo qui est sorti. C'est un lyric ou Ouais, c'est ça aussi, une lyrique, ouais. Et du coup, t'es parti à Londres. Exactement. Bah écoute, moi j'ai fait mon texte, mon couplet, que j'ai enregistré en amont parce qu'il était hors de question d'enregistrer quoi que ce soit devant elle. J'avais envie de faire les choses bien à mon aise et de pas être ridicule. Donc j'ai fait ça à Paris avec mon frère. On a fait mes voix à Paris. Ton frère Xavier Demain. Ouais, exactement. Xavier qui mixe tout, qui m'enregistre et qui m'aide un peu sur les productions aussi. Et donc on a fait ça à Paris. Parce qu'il était hors de question de chanter mal devant Dua Lipa. J'avais envie d'arriver avec un truc propre, savoir où on allait. Et ensuite, après ça, on est parti à Londres, en effet, le temps d'une après-midi, pour enregistrer les voix de Dua Lipa en anglais. En français, pardon, n'importe quoi. Ouais. Parce que les voix anglaises étant déjà existantes sur le titre. Donc le lyric, enfin la partie filmée, c'est à Londres. Mais c'est un vrai enregistrement, c'est-à-dire. Ah oui, bien sûr. Non, tout à fait. Donc tout ce qui est filmé, on l'a pas tout joué. Ce qu'on voit, c'est voilà, c'est ok. Je ne sais pas jouer. Donc c'est elle qui enregistre ses voix en français. Alors ce qui était fantastique, c'est que moi on sait jamais comment ça se passe avec quelqu'un de cette envergure-là. Quel est son niveau d'envie, elle paraissait hyper excitée par le truc, mais je n'en sais rien jusqu'au moment même où tu arrives. Et en fait, on a joué le morceau une fois et on lance la partie francophone. Enfin, le deuxième couplet arrive, hein, le mien. Et elle se met à tout chanter par cœur et elle connaissait mais tout en français et donc j'ai toute la partie francophone et j'étais tellement heureux et touché de voir l'investissement et de voir à quel point d'une part était pro mais surtout en jouer à l'idée de ce truc, tu vois. Et donc j'étais venu à Londres avec l'idée qu'on enregistrerait 3 lignes de Dua Lipa en français sur le refrain qui est coupé en 2 si tu veux, donc le si tu m'aimes encore, et en fait pas du tout, elle a fait plein de bacs, donc et encore on n'a pas tout gardé parce que parfois on était sur la même octave donc on se marchait un peu dessus, mais elle a enregistré quasiment tout le couplet en bac avec des layers et tout, plus aigu, plus grave, et ça a duré 3 heures l'enregistrement, vraiment une artiste je sais pas, généreuse quoi, tu vois, et adorable surtout, charmante, très jolie. J'étais charmé, j'étais impressionné aussi. Ouais.
forcément. Et, oui, t'avais l'air. Enfin, dans les lyric vidéo, on sent que pas que t'es impressionné, mais qu'il y a ce côté aussi respect en de retrait, l'artiste. quoi. Ouais. Ah ouais, je me mets carrément en retrait là. Je suis pas comme ça flamboyant parce que c'était pas la place à ce moment-là, je pense. Il y a son équipe du coup avec vous aussi ou En fait, on était très peu. Pour être tout à fait honnête, personne de mon équipe n'avait droit à être dans cette cabine. Elle n'avait que son ingé son et les gens qui nous ont filmé. Donc on était 3 en fait en réalité à faire la musique. Et pour le reste, c'était des caméramans et des photographes. C'est tout. Ok. Donc on devait être 5 dans la cabine le temps de l'enregistrement. Et donc elle a été archi, je sais pas, enfin, efficace, pro. Puis son français est charmant quand même. Donc non, c'était trop bien. Et il n'y a pas de clip qui est prévu pour ça. Pas de clip qui est prévu, a priori. Enfin, je sais que le visuel là qui existe, qui est une lyric vidéo qui est quand même assez basique, passe en télé. Donc ça suffit aux chaînes françaises en tout cas. Et maintenant, si demain elle souhaite faire un clip, évidemment que. Mais il est très chouette le lyric vidéo parce qu'il y a ce côté aussi un peu rétro où on voit. Ils ont. Ouais, il y a un mélange de VHS, de trucs plus pro, enfin plus propre surtout. Et non, il est très bien. Parce que le studio, c'est marrant, sur place. Je trouvais ça assez moche sur place, le studio, et en vidéo, ça rend plutôt bien. Et on a l'impression d'être plongé dans les années 80, et même sur les photos de promo que j'aime beaucoup, qui sont trop belles. Ouais. Ça au flash, argentique, sublime. Elle est magnifique. Moi, je me trouve pas mal aussi sur les photos. J'étais bien maquillé. Donc non, je suis hyper content de cette actualité. Que après, je la défends pas comme un titre qui est pleinement le mien, parce qu'au départ, c'est le sien en fait. Et donc, je fais pas toutes les télés, toutes les radios du monde. Ça n'a pas de sens. Là, je sais qu'elle a commencé sa tournée mondiale, je crois. Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est prévu que je passe une tête à la Défense? Exactement. Non, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'en rêve, bien sûr, si demain elle m'en parle. Parce elle fait 2 à Lyon, je crois, et 2 à Paris. Ouais, elle fait en tout cas 2 fois la Défense, ce qui équivaut quand même à 80 000 personnes, donc un stade de France. Donc c'est pas mal, ce qui est complet. Donc magnifique, et j'adorerais, sincèrement, j'adorerais. Ça tombe le jour de mon anniversaire en plus. Mais moi, je vais pas gratter quoi que ce soit, parce que je suis de ces gens-là, mais si mes fans et les siens pouvaient insister auprès d'elle, avec grand plaisir. Et du coup, t'as sorti un album. Pour l'instant, il y a un seul album. C'est ça, ouais. Mais au départ, c'était un EP. C'était le P. Le P qui était donc Un jour jeu, c'est ça hein? Ouais, il s'appelle Un jour jeu. C'était un peu tous les fantasmes, toutes mes projections pour une vie plus belle, plus douce. Bon, elle était déjà très douce, mais... C'était le début, c'était les premiers morceaux. Ah, mais c'est le tout début. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà Un jour je marierai un ange, qui a explosé plus tard. Et en fait, on a eu la bonne idée de le refoutre sur le disque pour vendre un max de disques. Mais autrement, il était déjà là-dessus. Et ça, c'est sorti en 2022, en janvier 22. Et l'album est sorti en janvier 23. Album... Et donc je suis très fier de la pochette, parce que autant celle-ci, l'idée est sympa, mais on aurait pu faire ça mieux. Mais celui-ci, quelle réussite. Ouais, ce que j'aime bien avec cette pochette, c'est d'une part qu'on sait pas à quelle époque elle a été prise, tu vois, ça fait c'est un peu rétro, mais un peu futuriste. Les couleurs, pas pour me vanter, mais elles sont très malines. Le rouge et le violet, ça fonctionne bien. C'est sur les couleurs du romantisme. C'est un album qui l'est complètement. Pas que parce que je parle d'amour, mais parce que tout est traité avec excès, avec beaucoup de parti pris. Et je sais pas, je l'aime bien parce que je suis là et pas là en même temps. On sait qui c'est qui se met. C'est intéressant pour une première carte de visite. Mais pour le second, j'ai plein d'idées. Je sais pas encore exactement à quoi ça va correspondre, mais en tout cas, oui, la beauté physique ne sera plus une contrainte ou contrainte. Ouais. Exactement. J'allais dire une priorité, mais non, une contrainte, parce que c'est pas si mal d'être beau. Hein, on va pas enfin, ça me va très bien si on me maquille correctement, mais voilà. En tout cas, c'est sûr que ça sera différent. Et l'album va être différent aussi. J'ai hâte qu'on l'écoute. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les gens qui potentiellement ne connaissent pas forcément ton art, ta musique, etc., à venir découvrir et écouter Mais c'est une bonne question. Je me pose toujours la question comment séduire ceux qui sont un tout petit peu perplexes, parce que je peux laisser perplexe du monde. Déjà, le concert est très différent du disque, parce que le disque est travaillé, produit, surproduit un petit peu, un peu lisse aussi, parce que j'avais peur justement de ses défauts, de ses sorties de route. Et en concert, c'est moi. On m'a jamais rencontré vraiment que avant de m'avoir vu en concert, en fait. On peut pas dire que c'est de la merde tant qu'on n'a pas vu en concert, parce que le concert est hyper vivant, très humain. Très drôle, je pense. Enfin, je fais des blagues. Ouais. J'espère qu'elles sont drôles, mais je pense. Les musiciens jouent à la mort. Il y a beaucoup d'interludes musicales qui n'existent pas, enfin musicaux, pardon, qui n'existent pas sur le disque et qui apportent une touche
plus vivante, plus musicale. Enfin, je sais pas. Globalement, le concert vaut la peine d'être vu. Et sur le disque, moi, je pense qu'il y a des bons morceaux. C'est une question de goût. Je vous dis ce qui vaut la peine d'être écouté. Tout n'est pas bon, évidemment. Alors, Les Oiseaux, c'est un beau texte, mais c'est pas très bien mixé. Enfant 2, j'aime beaucoup. Enfant 2 parce que tu sais quoi? C'est comme ce film de Tarantino. C'est très léger, c'est sans prétention, mais c'est bien fait. Roméo, c'est intéressant. C'est mal mixé aussi, mais c'est pas mal écrit. Bel Ami, c'est intéressant. En fait, là, je vais pas faire la track testing mais il faut écouter les 6 premiers. Après, ça se casse un peu la gueule, mais j'avais pas le temps de le faire. J'ai eu 1 an. Mais même pas, j'ai eu 6 mois. Avec celui-ci, j'aurais 1 an et demi. 1 an et demi. Ça va être beaucoup mieux. Parce que aujourd'hui, le cinéma, ça a quelle place pour toi dans ta vie? Est-ce que ça a toujours le même impact que quand tu étais adolescent? Ah, ça a autant d'impact, voire encore plus, parce qu'il y a une dimension où je dois presque m'en inspirer. Le cinéma, ça reste des images au départ et des histoires. Et ce que je fais, c'est un peu des histoires que je mets en images, comme on en a parlé à l'instant. Pour moi, c'est un média qui est aussi important que la chanson, que la musique, qui combine encore plus en réalité de disciplines que la musique, parce qu'au cinéma, on retrouve de la mode, on retrouve de la musique, on retrouve de l'image. Bon, ça fonctionne un peu avec chacun des domaines. On peut toujours inviter les autres à cohabiter, mais voilà, le cinéma, c'est un peu tout ça à la fois. Et donc, il y a de quoi s'inspirer. Moi, je pleure uniquement devant un film, pas devant un livre, pas dans la réalité, malheureusement. Et pleurer devant un film, c'est une des choses les plus agréables quand même au monde. Et ça vous vide, ça vous nettoie complètement. Et donc, c'est pour ça que j'aime le cinéma aussi, et les séries d'ailleurs aussi. Hein. Moi, il n'y a pas d'ordre et de hiérarchie. Et je suis heureux de voir que le cinéma français se porte si bien. C'est vrai, c'est assez excitant. Au box-office, mais aussi très divers et variés maintenant. Et divers et variés, auteurs et mainstream, et c'est trop bien. Et je sais pas si c'est le milieu dans lequel j'évolue, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu moins snob qu'avant aussi. Donc c'est... Il y a la possibilité, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques créations qui changent aussi de genre, de style, qui ont permis une ouverture sur d'autres scénarios, d'autres films. Carrément. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus, il y a une pluralité de genres qui est assez incroyable. Je suis d'accord. Donc il faut aller au cinéma, il faut encourager les artistes. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Avec immense plaisir, Romain. De cet entretien. Je suis ravi de t'avoir reçu et tu sais à quel point je t'apprécie en tant qu'artiste. Voilà. Donc, et en tant qu'humain. Et bien sûr, évidemment. Moi aussi, Romain, tout est partagé. À très vite dans un nouvel épisode de Imagé. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir.